Donc la thérapie chez vous, ça n'a pas marché, ça n'a pas fonctionné. Pas celle avec le psychiatre, non. D'accord. On va voir les solutions que vous avez trouvées. Encore des questions. Quentin dit qu'il a des crises d'angoisse qui se manifestent par des nausées depuis environ 1 an. Est-ce que l'hypnose peut lui être utile? L'hypnose peut être utile, mais ce n'est pas quand même l'indication la plus, je dirais, recommandée. Dans ce témoignage-là, il y a un type de crise d'angoisse qui est ce qu'on appelle les troubles paniques et agoraphobie. C'est-à-dire que ces crises d'angoisse sont pour certaines personnes tellement envahissantes qu'elles vont avoir peur de se trouver dans des situations de foule où elles sont surtout coincées. C'est les personnes qui se mettent tout à fait au bord, au théâtre, au cinéma. Voilà. Donc alors, sur ces crises d'angoisse-là, avec agoraphobie, avec peur au fond de se sentir coincé dans une situation X ou Y, c'est vrai que les différentes thérapies sont un peu différentes des thérapies qui sont uniquement centrées sur la crise d'angoisse. Alors l'hypnose peut aider, parce que je crois que l'hypnose aide pour beaucoup de choses, mais c'est pas l'indication princeps. Vous m'inquiétez parce que je suis toujours au bord au cinéma. Mais non, mais c'est pas pour ça, vous. Ah, c'est pour les jambes. Oui. Les médicaments, Marie demande si prendre un anxiolytique 2 ou 3 fois par semaine quand l'angoisse monte, est-ce que c'est dangereux pour la santé? Alors, il y a 2 traitements médicamenteux, on parle des médicaments là. Il y a 2 traitements médicamenteux, il y a le traitement ponctuel, qui est le petit médicament anxiolytique, que d'ailleurs beaucoup de personnes, surtout quand ils ont des agoraphobies, mettent dans leur poche. Ça les rassure. Et puis quand ils sont trop angoissés, et nous-mêmes nous les recommandons, quand ils sont trop angoissés, on leur dit prenez ça et ça va un petit peu couper les choses. Et puis il y a un autre médicament qui est considéré comme un médicament plus de fond, qui est le traitement antidépresseur, qui est le traitement fait d'antidépresseurs, qui là, en effet, fonctionne sur pas mal de personnes, mais pas sur tout le monde, la preuve. Vous avez essayé d'autres moyens pour essayer de calmer vos angoisses? Voilà, du coup, après ça, je suis parti un peu à la rencontre de toutes les thérapies dites alternatives. Et donc, c'est là que j'ai découvert, j'ai entendu parler de la méditation, de la sophrologie, vous avez la tout testé, respiration. Hein, c'est 60 millions de consommateurs. Vous Ouais, avez... voilà, je suis allé dans tous les sens. Mais ça vous a fait du bien? Ah ouais, c'est vraiment prendre le petit truc qui fait du bien dans chaque méthode et ça a vraiment fait du bien. Et vous aviez ce que dit le docteur Braconnet, c'est-à-dire que vous n'osiez plus tellement sortir, il y a un être moment, dans... je pouvais plus aller acheter une baguette, je pouvais plus faire de courses, ou alors c'était vraiment un terrible effort, quoi. Est-ce que ces crises d'angoisse, parce qu'on a parlé là de différents traitements, y compris traitements médicamenteux, est-ce qu'il y a toujours une cause, une vraie cause qu'il faut aller retrouver, par exemple par une psychothérapie, ou pas forcément? Je crois qu'il y a toujours une raison. Alors, ces raisons, elles sont pas toujours très simples à trouver, hein. Parfois, elles sont évidentes ou assez simples à retrouver. Par exemple? Par exemple, il y a des situations qui peuvent vraiment être des crises d'angoisse, c'est-à-dire que à l'origine de crises d'angoisse. Par exemple, des situations dans lesquelles on est pris dans justement des situations de vie. Prenons une situation de chômage. Parce que je dis ça parce que j'ai rencontré ça très récemment. Une situation de chômage, c'est une situation qui est au continu. Eh bien, c'est quelqu'un qui a au fond été confronté à un changement total dans sa vie et qui est en pré-dépression. Et que pour moi, ces crises d'angoisse, en tout cas un certain nombre de ces crises d'angoisse, surtout quand elles se répètent, sont des signaux d'alerte d'une dépression qui est en train de se construire. Et la preuve en est qu'on a des corrélations, disons des corrélations importantes entre ces crises d'angoisse et les vrais états dépressifs. Mais ça ne veut pas dire que toutes les crises d'angoisse vont être des dépressions. Mais parfois, c'est plus compliqué de retrouver une cause. Voilà, c'est une sorte de... La crise d'angoisse chez un certain nombre de personnes, c'est vraiment la fièvre. C'est pour le corps. Ça surchauffe. Ah oui, ça surchauffe. Et au fond, c'est un indicateur qui fait que pour certaines personnes, ça va vraiment être important de les prendre en charge, de les aider et de faire en sorte que ça ne devienne pas quelque chose qui s'installe. Donc ce dont parle effectivement Sébastien, comme la sophrologie ou la méditation, ça peut être intéressant. Oui, tout à fait. Alors ça peut être intéressant probablement pour plusieurs raisons. Ça peut être intéressant, d'abord chacun trouve sa solution. Dans notre domaine, on n'est pas chirurgien. On est dans un domaine où, au fond, quand on a une fracture disons, du poignet, ce qu'on appelle on sait que le chirurgien sait faire. Dans notre domaine, c'est un domaine qui est beaucoup plus compliqué parce que on est un domaine où le corps, vous l'avez montré, est quand même en jeu, l'esprit est en jeu, les raisons environnementales. Donc, il faut aussi faire confiance à ce que la personne sent comme ce qui peut lui être le plus utile. C'est vraiment important dans notre domaine. Et les études le montrent. 50% des résultats reposent sur le choix de la personne. Et donc, des techniques qui sont des techniques qui apparemment devraient
pas forcément être des traitements des crises d'angoisse, eh bien il y a des techniques comme la méditation qui peuvent tout à fait être celle qui va aider beaucoup la personne. Et d'ailleurs, ces techniques, vous avez essayé de les rendre disponibles pour les autres. Alors, vous êtes dit, tiens, j'en ai bavé pendant des années, je vais aider les autres à travers un blog. Voilà. Ouais, c'est-à-dire que je trouvais plein de choses qui m'aidaient dans chacune de ces méthodes. Je me suis dit que c'était un peu bête de garder tout ça pour moi. Donc, du coup, je partage tout ça sur un site internet. Alors, sur un blog, effectivement, qui s'appelle Vers une vie sereine. Vous tapez ça sur un moteur de recherche, vous trouverez les références exactes sur allodocteur.fr. On a parlé de dépression. Nadia demande si les crises d'angoisse peuvent être le signe de maladies sous-jacentes, d'autres maladies. Moi, je dirais plutôt qu'il faut essayer d'éliminer les autres maladies. Hein. Ça, c'est vraiment très important. Je ne saurais pas répondre si vraiment elles peuvent être peut-être des indicateurs d'une souffrance, mais après être liées à d'autres maladies, ça a été étudié, mais on a trouvé des corrélations, mais enfin on n'a rien vraiment de précis là-dessus. Vous avez eu des effets secondaires de vos crises d'angoisse, du style mal à l'estomac, la peur de faire un ulcère et tout, parce qu'on nous demande pourquoi on dit que les crises d'angoisse sont néfastes pour la santé. On a vu que ça déchargeait de l'adrénaline, que l'adrénaline et le cortisol naturel sont aussi des facteurs qui sont pas forcément bons pour le reste de l'organisme. Vous avez eu d'autres problèmes de santé avec ça? Déjà, au niveau de la respiration, on a des petits points au thorax parce qu'on respire plus bien par l'abdomen, comme on a vu dans le petits points sur le diaphragme. On a des petits points là, puis des tensions aussi, donc tout est noué. Donc après, on va sentir quelque chose, on va croire que c'est une tumeur. Alors, on demande ça vous êtes hypochondriaque en fait aussi? C'est vachement lié, c'est lié à la peur. Est-ce que ça peut être néfaste pour la santé? Notamment, on nous demande si ça peut provoquer des œsophagites, par exemple. Ah oui, parce qu'au fond, c'est un cercle vicieux. C'est-à-dire qu'on a ces crises d'angoisse qu'on ne contrôle pas. Ça vous stresse. Et vous stressant, on sait très bien que ça peut créer sur le corps quand même des conséquences, dont l'œsophagite. L'œsophagite, c'est-à-dire des remontées acides qui partent de l'estomac, qui reviennent sur l'œsophage et qui vont finir par le brûler un peu. Des crises d'angoisse non exprimées vécues par un adolescent peuvent-elles conduire au suicide, Edwige? Alors, malheureusement, oui. Là, il y a des études qui montrent d'une part que ces crises d'angoisse sont beaucoup plus précoces qu'on le pensait. Le pic de survenue, c'est entre 15 et 20 ans. Elles commencent donc parfois dès la fin de l'enfance, et puis elles peuvent se poursuivre. Donc on a découvert ça. Et la deuxième chose qu'on a découverte, en effet, c'est que il y a un risque suicidaire plus important. On pensait toujours le risque suicidaire conséquence de la dépression. Et en fait, ces crises d'angoisse, c'était un collègue français d'ailleurs qui a découvert ça, Jean-Pierre Lépine, qui a montré que chez les sujets ayant ces crises d'angoisse à l'adolescence, il y avait des risques suicidaires beaucoup plus importants que chez des personnes qui n'avaient pas ces crises d'angoisse. Donc il faut y être attentif. Il faut y être attentif quand elles se multiplient et quand elles ont toutes ces conséquences qu'on est en train de décrire. Reine, en même temps, demande si le fait de parler de ces angoisses, est-ce que ça entretient le phénomène? Alors, on pose une question, puis là... oui, je dirais oui et non. Non, mais c'est une bonne question. Hein. Je dirais oui et non. C'est-à-dire qu'il faut savoir respecter ce que la personne peut en dire. Je crois que ça fait du bien de parler de ce qui ne va pas. Je crois que c'est important d'informer sur ce que c'est ces crises d'angoisse, parce que ça rassure. Mais en même temps, il ne faut pas aller renforcer la personne dans, je dirais, une sorte de rumination. Parce qu'il l'a déjà naturellement, cette rumination sur ces crises d'angoisse. Est-ce que ça va encore revenir? Est-ce que ça va pas revenir? Alors si en plus on lui en parle sans arrêt, c'est sûr qu'on ne fait pas un bon travail. Donc là, c'est vraiment une question de cas par cas, c'est-à-dire que, c'est pour ça que je réponds oui et non, c'est pas d'ailleurs j'en ai pas d'origine normande, mais c'est que, en fait, il faut respecter aussi ce que la personne peut entendre et comment elle prend en compte ce qu'on lui dit. Il y a des enfants ou des adolescents qui ont des crises d'angoisse pratiquement, qu'on peut peut-être appeler des crises d'angoisse de performance, c'est-à-dire devant des devoirs surveillés, devant des interros au lycée. Ça fait partie de ces crises d'angoisse? Oui, mais alors à ce moment-là, c'est vraiment lié à un événement ponctuel et que c'est la crise d'angoisse. C'est pas vraiment le grand trouble anxieux qui fait que ces crises d'angoisse se répètent, etc. Par contre, il y a des crises d'angoisse qui sont liées, vous l'avez évoqué d'ailleurs, à une situation qu'on appelle l'anxiété de performance, c'est-à-dire que, et entre autres celle de parler en public, ça on le rencontre plus chez l'adulte, mais on le rencontre dès l'enfance d'ailleurs.
L'école. quand ils passent au tableau. Et que c'est vrai que chez certains, ça va déclencher des crises d'angoisse. Sinon, c'est pas si fréquent que ça. C'est autour, la prévalence, je crois qu'elle est autour de 2 à 3% de la population. Mais il y a quand même 2 à 3 personnes sur 100 qui ont ce trouble, le trouble anxieux. Merci beaucoup. Je rappelle donc votre blog Vers une vie sereine. Alain Braconnier, votre livre chez Odile Jacob, collection Poche, petit ou grand anxieux. Beaucoup de questions, donc on va continuer avec un chat, Michel. Oui, un chat. Donc à partir de maintenant, pendant 1 heure, sur allodocteur.fr, vous posez vos questions. Anne-Victoire Rousselet, psychologue, et Aurélia Schneider, psychiatre, répondront à vos questions pendant 1 heure. Je vous rappelle, allodocteur.fr pour répondre sur l'angoisse. Demain, dans le docteur, on verra s'il y a des plantes qui permettent de bien passer l'hiver, sans trop de maux ni de fatigue, et un appel à témoins, Michel. Pour les besoins d'un reportage consacré à la cigarette électronique, on cherche un témoin qui a eu recours à ce moyen pour se sevrer du tabac. Si vous êtes concerné par cet appel, contactez-nous au 01 58 88 85 21. On vous retrouve demain, toujours à 13h40 et toujours sur France 5. Merci. Très bon après-midi, à demain, au revoir.